Un seul homme. 7 pendaisons. Aucune trace de lutte. Dans les derniers jours de février 1838, dans une plantation isolée de Caroline du Sud, 7 propriétaires terriens ont été découverts suspendus aux poutres de leur propre demeure, tous la même nuit, et le seul suspect était un esclave qui n'aurait jamais pu accomplir un tel acte seul. Ce qui suit n'est pas une légende. C'est une histoire que les archives judiciaires ont tenté d'effacer, mais dont les fragments subsistent encore, dispersés entre des registres paroissiaux, des lettres privées et des témoignages contradictoires qui n'ont jamais été réconciliés. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous écoutez. Ces histoires oubliées méritent d'être entendues, et votre soutien permet de les faire renaître de l'obscurité. La Caroline du Sud des années 1830 était une terre de contrastes violents. Dans les régions côtières, les plantations de riz et de coton s'étendaient comme des royaumes autonomes, chacune gouvernée par des hommes qui se considéraient au-dessus des lois communes. La région du Bas-Pays, avec ses marécages impénétrables et ses forêts de cyprès enveloppées de mousse espagnole, constituait un monde à part, isolé même des grandes villes comme Charleston. Les routes n'étaient que des sentiers boueux pendant la saison des pluies, et certaines propriétés demeuraient inaccessibles pendant des semaines entières. C'est dans ce contexte d'isolement géographique et social que se trouvait le domaine de Belgrove, une plantation de taille moyenne, située à environ 50 km au sud-ouest de Charleston, dans une zone marécageuse peu fréquentée. La propriété n'était pas remarquable par sa taille. Elle comptait environ 200 hectares de terres cultivables, mais elle l'était par l'étrangeté de sa gestion. Contrairement aux grandes plantations qui appartenaient à une seule famille, Belgrove était la propriété collective de 7 hommes, une configuration inhabituelle qui avait donné lieu à de nombreuses spéculations dans la région. Ces 7 propriétaires, que l'on appelait parfois les associés de Belgrove, s'étaient rencontrés durant la guerre de 1812 contre les Britanniques. Ils avaient servi ensemble dans la même milice, formant une fraternité soudée par le sang et les épreuves. À leur retour, plutôt que de se disperser, ils avaient mis en commun leurs maigres économies pour acquérir ce domaine en déshérence. Leur arrangement était simple en apparence. Ils se partageaient les profits et les décisions, vivant ensemble dans la grande maison principale, une demeure de style colonial à 2 étages, avec de larges vérandas et des colonnes blanches qui tentaient de masquer la modestie de ses fondations. Ces hommes n'étaient pas issus de l'aristocratie terrienne. Ils venaient de familles de petits fermiers, d'artisans, de commerçants déchus. Leur association représentait une tentative désespérée de s'élever socialement dans une société rigidement stratifiée. Edmund Carlyle, le plus âgé, approchait la cinquantaine en 1838. C'était un homme sec, au visage marqué par la petite vérole, qui avait été contremaître dans une fabrique de textiles avant la guerre. Les autres, tous dans la quarantaine, portaient des noms qui n'évoquaient aucune lignée prestigieuse. Thomas Hendrick, ancien tenancier de taverne, Nathaniel Frost, fils d'un forgeron ruiné, Samuel Greer, qui avait été clerc dans un cabinet d'avocats, Marcus Delaney, dont le père avait perdu sa petite exploitation dans un procès pour dette, Robert Kinsey, apprenti menuisier devenu contrebandier pendant la guerre, et William Cutler, le plus jeune, fils d'un pasteur déchu pour ivrognerie. Leur entreprise commune fonctionnait avec une main-d'œuvre réduite. Ils ne possédaient que 18 esclaves, un nombre modeste comparé aux centaines que comptaient les grandes plantations voisines. Parmi ces 18 âmes, une seule retenait véritablement l'attention. Un homme que tous appelaient simplement Ezra. Ezra était arrivé à Belgrove dans des circonstances mystérieuses, environ 6 ans avant les événements qui nous occupent. Aucun registre de vente n'a été retrouvé le concernant, ce qui était inhabituel pour l'époque où chaque transaction impliquant des esclaves était méticuleusement documentée pour des raisons légales et fiscales. Certains témoignages ultérieurs suggéraient qu'il avait été acquis lors d'une partie de cartes, d'autres qu'il avait été échangé contre une dette.
mais aucune version n'a jamais été confirmée. Ce qui est certain, c'est qu'Ezra n'était pas un esclave ordinaire. Il possédait une éducation rare pour un homme dans sa condition. Il savait lire et écrire, compétence dangereuse que les lois de Caroline du Sud interdisaient formellement d'enseigner aux esclaves. Il parlait avec une articulation parfaite, sans trace du dialecte créole commun à la plupart des esclaves de la région. Certains affirmaient qu'il avait été élevé dans une famille Quaker du Nord avant d'être vendu au Sud. D'autres qu'il avait appartenu à un propriétaire excentrique qu'il avait formé comme secrétaire personnel. Ezra lui-même ne parlait jamais de son passé, maintenant un silence obstiné sur ses origines qui ne faisait qu'épaissir le mystère qui l'entourait. Physiquement, il était de taille moyenne, d'apparence ordinaire, avec une posture légèrement voûtée qui le faisait paraître plus petit qu'il n'était. Son visage était inexpressif, presque masqué, ses yeux sombres fixant toujours un point légèrement à côté de son interlocuteur, jamais directement. Il marchait avec une économie de mouvement qui frôlait l'invisibilité, se déplaçant dans la maison comme une ombre silencieuse. Les autres esclaves le craignaient, sans pouvoir expliquer pourquoi. Il ne levait jamais la voix, ne se mêlait pas de leurs affaires, accomplissait ses tâches avec une précision mécanique. Mais quelque chose dans sa présence mettait mal à l'aise. Les 7 propriétaires, quant à eux, semblaient avoir développé une dépendance étrange vis-à-vis d'Ezra. Ils servaient de majordome, de comptable informel, de médiateur lors de leurs disputes fréquentes. Il était le seul esclave autorisé à entrer dans le bureau où ils tenaient leurs réunions. Le seul à manipuler leurs papiers importants, le seul en qui il semblait placer une confiance totale, une confiance qui paraissait déplacée et inquiétante aux yeux des rares visiteurs de Belgrove. Le domaine lui-même dégageait une atmosphère de déclin à peine contenue. Les champs de coton produisaient des rendements médiocres, la grande maison nécessitait des réparations constantes que personne n'entreprenait, et une odeur persistante de moisissure et de marécage imprégnait tout. Les 7 hommes vivaient dans un état de tension permanente, leurs désaccords éclatant régulièrement en disputes violentes qui se terminaient par des jours de silence hostile. Ils buvaient beaucoup, surtout le soir, et leur voix montait souvent de la salle à manger, portée par le vent chaud jusqu'aux cabanes des esclaves. Vers la fin de l'année 1837, quelque chose avait changé. Plusieurs personnes ayant eu l'occasion de visiter Belgrove durant cette période ont rapporté une détérioration notable de l'atmosphère. Les 7 propriétaires semblaient tendus, nerveux, sursautant au moindre bruit. Ils avaient commencé à se quereller plus ouvertement, leurs désaccords portant apparemment sur des questions financières. Un marchand de Charleston, venu collecter une dette en novembre, avait été frappé par l'état de délabrement avancé de la propriété et par le comportement erratique des hommes. Il avait noté dans une lettre à sa femme que les associés de Belgrove semblent rongés par quelque chose qui va bien au-delà des soucis d'argent ordinaires. Durant cet hiver, les esclaves du domaine avaient remarqué que les réunions nocturnes des 7 hommes se prolongeaient de plus en plus tard. Des lumières brillaient dans le bureau jusqu'à l'aube, et des voix s'élevaient, parfois suppliantes, parfois furieuses. Ezra passait de longues heures enfermé avec eux, et quand il en ressortait, son visage demeurait aussi impassible que toujours, mais quelque chose dans sa démarche suggérait une satisfaction contenue. Le 27 février 1838, un mardi matin, un ouvrier agricole itinérant du nom de Jacob Pritchard arriva à Belgrove en cherchant du travail. C'était un homme simple, un journalier qui parcourait la région en se louant pour les travaux de réparation ou de construction. Il avait entendu dire que la plantation pourrait avoir besoin de bras pour réparer une digue endommagée par les pluies récentes. Il était environ 9 heures du matin quand Pritchard franchit le portail délabré de la propriété. Ce qui le frappa immédiatement fut le silence. Les plantations, même les plus petites, bourdonnaient habituellement d'activité à cette heure. Esclaves dans les champs, bruit des outils, ordre crié d'un contremaître. Mais Belgrove était muet comme un tombeau. Aucune fumée ne s'élevait de la cuisine extérieure,
Aucun mouvement n'était visible près des cabanes des esclaves, et la grande maison elle-même semblait abandonnée, ses volets fermés malgré la chaleur naissante du jour. Pritchard s'approcha de la maison principale, troublé par cette absence totale de vie. Il appela, mais sa voix fut engloutie par le silence épais qui enveloppait tout. Il fit le tour de la bâtisse, cherchant un signe de présence humaine. C'est alors qu'il remarqua que la porte arrière, celle qui menait à la cuisine intérieure, était entr'ouverte. Il appela de nouveau, puis, n'obtenant aucune réponse, il poussa la porte et entra. L'intérieur de la maison était sombre et oppressant. Toutes les fenêtres étaient fermées, les rideaux tirés. Une odeur nauséabonde flottait dans l'air, un mélange de sueur, d'alcool et quelque chose de plus sinistre. Pritchard avança dans le couloir principal, ses pas résonnant sur les planches de bois. Il appela encore, sa voix maintenant teintée d'une inquiétude croissante. Ce qu'il découvrit dans la grande salle à manger le figea sur place. 7 corps pendaient aux poutres massives qui soutenaient le plafond. Les 7 propriétaires de Belgrove étaient suspendus par le cou, leurs visages gonflés et violacés tournés vers le sol, leurs corps immobiles dans la pénombre. Des chaises renversées gisaient sous chacun d'eux, suggérant qu'ils s'étaient tenus debout dessus avant de les faire basculer. Des cordes identiques, épaisses et bien nouées, enserraient leurs cous. Aucun signe de lutte n'était visible. Leurs mains pendaient mollement le long de leur corps, non attachés. Leurs vêtements étaient en ordre, boutonnés correctement, sans déchirures ni taches suspectes. Pritchard resta paralysé pendant plusieurs secondes, son esprit refusant d'accepter ce qu'il voyait. Puis, pris de panique, il recula, trébucha et courut vers la sortie en criant. Il ne s'arrêta qu'une fois dehors, où il vomit violemment dans l'herbe haute qui bordait la maison. C'est alors qu'il entendit un bruit derrière lui. Il se retourna brusquement et vit Ezra qui sortait calmement de la maison, refermant la porte derrière lui avec soin. L'esclave regardait Pritchard sans expression particulière, comme si la scène qui venait de se dérouler était parfaitement ordinaire. « Ils sont morts », réussit à articuler Pritchard, sa voix tremblante. « Tous les 7, ils sont pendus là-dedans. » Ezra hocha lentement la tête. « Oui, » dit-il simplement, sa voix basse et posée. « Je sais. » Cette réponse glaça Pritchard. « Tu sais? Depuis quand? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ezra ne répondit pas immédiatement. Il sembla considérer la question avec une attention presque académique. « Je les ai trouvés ce matin à l'aube, » finit-il par dire. « Quand je suis venu pour préparer le petit déjeuner, ils étaient déjà morts. Et les autres esclaves, où sont-ils? »« Partis, » répondit Ezra. « Ils sont tous partis pendant la nuit. » Pritchard recula d'un pas, une nouvelle vague de peur le submergeant. Il était seul avec cet homme étrange, sur une propriété isolée, entouré de morts et de mystères. « Je dois aller chercher le shérif, » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Il faut prévenir les autorités. » Ezra acquiesça de nouveau, toujours avec ce calme dérangeant. « C'est ce qu'il faut faire, » dit-il. « Je vous attendrai ici. » Pritchard ne demanda pas son reste. Il courut jusqu'au portail, enfourcha le cheval qu'il avait attaché à l'extérieur et galopa vers le village le plus proche, distant d'environ 15 kilomètres. Il lui fallut près de 2 heures pour atteindre le bureau du shérif du comté, et quand il arriva hors d'haleine et tremblant, ses paroles étaient si confuses que l'adjoint présent eut du mal à comprendre ce qui s'était passé. Le shérif Harrison Boyd, un homme massif d'une 50aine d'années, avec un visage rougeaud et des favoris grisonnants, fut rapidement informé. Il assembla une petite équipe comprenant son adjoint, le médecin local, et 2 autres hommes du village. Ils partirent immédiatement pour Belgrove, Pritchard les guidant avec réticence. Quand ils arrivèrent à la plantation, en milieu d'après-midi, ils trouvèrent Ezra exactement où Pritchard l'avait laissé, assis sur les marches de la véranda, immobile comme une statue. Il se leva à leur approche et les salua poliment, comme s'il accueillait des invités attendus. « Vous êtes l'esclave de cette propriété ?» demanda le shérif Boyd, sa voix autoritaire mais prudente. « Je suis Ezra, » répondit l'homme. « Appartenais, aux 7 propriétaires de Belgrove.
Et vous êtes le seul ici? Tous les autres esclaves sont partis? Oui, monsieur. Ils sont partis durant la nuit. Je n'ai pas pu les arrêter. Le shérif échangea un regard avec ses hommes. La situation était déjà étrange, et elle ne faisait que gagner en complexité. Montrez-nous ce que monsieur Pritchard a découvert, ordonna-t-il. Ezra les conduisit à l'intérieur de la maison avec la même démarche mesurée et silencieuse. Quand ils entrèrent dans la salle à manger, le médecin, le docteur Elias Pemberton, laissa échapper une exclamation étouffée. Même le shérif, habitué aux scènes violentes, fut visiblement ébranlé par le spectacle qui s'offrait à eux. Les 7 corps pendaient toujours là, légèrement oscillant dans le courant d'air créé par l'ouverture de la porte. La lumière de l'après-midi, filtrant maintenant à travers les interstices des volets, révélait des détails supplémentaires. La table était dressée, comme pour un repas qui n'avait jamais été servi. Des verres vides et des bouteilles d'alcool, certaines renversées, jonchèrent la surface. Des papiers étaient éparpillés sur un secrétaire dans un coin de la pièce. Le docteur Pemberton s'approcha prudemment, examinant les corps sans les toucher. « Ils sont morts depuis plusieurs heures », murmura-t-il. « La rigidité est bien installée. Je dirais entre 10 et 15 heures, peut-être plus. Donc, ils seraient morts dans la nuit », conclut le shérif. Il se tourna vers Ezra qui se tenait près de l'entrée, les mains jointes devant lui. « Vous dites que vous les avez trouvés à l'aube ?»« Oui, monsieur, vers 6 heures ce matin. »« Et que s'est-il passé hier soir? Où étiez-vous » Ezra répondit d'une voix égale, sans hésitation. « J'ai servi le dîner aux 7 maîtres, comme chaque soir. Ils ont mangé puis ont commencé à boire. Ils m'ont renvoyé vers 9 heures. Je suis retourné à ma cabane et je me suis couché. » « Vous n'avez rien entendu d'inhabituel durant la nuit ?»« Non, monsieur, rien. »« Et les autres esclaves, quand sont-ils partis ?»« Je ne sais pas exactement. Quand je me suis réveillé ce matin, leurs cabanes étaient vides. Ils avaient emporté leurs maigres possessions. » Le shérif fronça les sourcils. « Ils se sont tous enfuis en même temps, 17 personnes, sans que vous n'entendiez rien. Je dors profondément, monsieur. Et leurs cabanes sont assez éloignées de la mienne. » Cette explication ne satisfaisait personne, mais pour l'instant, il n'y avait rien pour la contredire. Le shérif ordonna à ses hommes de descendre les corps et de les examiner plus attentivement. L'opération fut macabre et difficile. Quand les 7 hommes furent allongés sur le sol, le docteur Pemberton procéda à un examen plus approfondi. Ce qu'il découvrit ne fit qu'approfondir le mystère. « Il n'y a aucune trace de violence autre que les marques de strangulation par pendaison », annonça-t-il. « Pas de blessures, pas de contusions défensives sur les mains ou les bras. Leurs vêtements ne sont pas déchirés. Tout indique qu'ils se sont pendus eux-mêmes. »« 7 hommes qui se suicident en même temps ?» s'exclama l'adjoint. « C'est impossible. »« Pas impossible, » corrigea le docteur, « mais extrêmement improbable. À moins qu'ils n'aient fait un pacte. Un suicide collectif. » Le shérif examina les cordes encore nouées autour des cous des morts. Elles étaient identiques, provenant probablement du même rouleau. Les nœuds étaient simples mais efficaces, du type que n'importe qui pourrait faire. Il leva les yeux vers les poutres. Les cordes y étaient attachées solidement, avec des nœuds plus complexes. « Qui a attaché les cordes aux poutres ?» demanda-t-il soudainement à Ezra. L'esclave hésita pour la première fois. « Je ne sais pas, monsieur. Elles étaient déjà là quand je suis entré. »« Vous ne savez pas, » répéta le shérif, son ton devenant plus dur. « 7 hommes se pendent, et vous dormez paisiblement à quelques mètres de là. 17 esclaves s'enfuient, et vous n'entendez rien. Les cordes sont attachées aux poutres, mais vous ne savez pas par qui. C'est très commode. » Ezra soutint le regard du shérif sans ciller. « Je rapporte seulement ce que je sais, monsieur. Je ne peux pas inventer ce que j'ignore. » Le silence qui suivit était chargé de suspicion. Tous les hommes présents pensaient à la même chose. Cet esclave en savait beaucoup plus qu'il ne le disait. Mais prouver quoi que ce soit était une autre affaire. Le shérif ordonna une fouille complète de la maison et de la propriété. Ses hommes parcoururent chaque pièce, examinant chaque recoin.
Dans le bureau des 7 propriétaires, ils trouvèrent les registres comptables de la plantation, des lettres personnelles et une grande quantité de documents légaux et financiers. Tout était en désordre, comme si quelqu'un avait fouillé précipitamment dans les papiers. Plusieurs pages semblaient manquer dans les registres, des sections entières avaient été arrachées, laissant des bords déchiquetés. Plus troublant encore, ils découvrirent dans un tiroir fermé à clé qu'ils durent forcer un document étrange. C'était un accord, daté de 2 semaines auparavant, portant les signatures des 7 hommes. Le texte était cryptique, rédigé dans un langage volontairement obscur, mais il semblait faire référence à une dette commune, à un engagement qu'ils avaient pris ensemble et à des conséquences qu'ils acceptaient en cas de manquement. Le document mentionnait également un témoin et garant, mais aucun nom n'était inscrit à cet endroit, seulement un espace vide. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura l'adjoint en lisant par-dessus l'épaule du shérif. « Je n'en sais rien, » admit Boyd, « mais je n'aime pas ça du tout. » Ils interrogèrent de nouveau Ezra sur ce document. L'esclave affirma n'avoir aucune connaissance de son contenu ou de sa signification. « Les maîtres ne me confiaient pas leurs affaires privées, » dit-il. « Je servais simplement de témoin quand ils signaient des papiers, mais je ne lisais jamais ce qu'ils écrivaient. »« Vous savez lire, » nota le shérif. « C'est illégal en Caroline du Sud. »« Je n'ai pas choisi d'apprendre, » répondit Ezra calmement. « Un ancien maître m'a enseigné malgré les lois, mais les maîtres de Belgrove trouvaient cette compétence utile. » Cette admission ne fit qu'aggraver les soupçons. Un esclave lettré, présent sur les lieux d'une mort collective mystérieuse et dont tous les témoins potentiels avaient opportunément disparu. L'affaire semblait se dessiner clairement, du moins en surface. Le shérif Boyd prit la décision qui semblait s'imposer. « Ezra, je vous arrête pour suspicion de meurtre. Vous allez venir avec nous en ville. » L'esclave ne protesta pas. Il hocha simplement la tête et tendit les mains pour qu'on les lui attache. « Je comprends, » dit-il. « C'est ce que je prévoyais. » Cette réponse troubla le shérif plus qu'une protestation d'innocence ne l'aurait fait. « Vous prévoyez d'être arrêté ?»« C'était inévitable, » répondit Ezra. « Je suis le seul ici. Je suis leur esclave. Il n'y a personne d'autre à blâmer. » Ces mots flottèrent dans l'air comme une accusation voilée contre la justice elle-même. Les hommes présents échangèrent des regards mal à l'aise, mais personne ne dit rien. Ezra fut emmené, menotté et placé dans une charrette pour être conduit à la prison du comté. Les corps des 7 propriétaires furent transportés en ville pour y être préparés pour l'enterrement. Le docteur Pemberton fut chargé d'examiner plus minutieusement les cadavres pour déterminer avec certitude la cause du décès. Quant à la plantation de Belgrove, elle fut temporairement scellée en attendant que les autorités déterminent qui en héritait légalement. La nouvelle de ce qui s'était passé à Belgrove se répandit comme une traînée de poudre dans la région. 7 hommes morts, dans des circonstances mystérieuses, pendus dans leur propre maison, et un esclave arrêté pour les meurtres. C'était exactement le genre d'histoire qui enflammait les peurs et les passions dans le Sud d'avant la guerre de sécession. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette affaire était bien plus complexe et sombre qu'elle n'y paraissait. Et Ezra, assis calmement dans sa cellule, semblait le seul à comprendre la véritable nature de ce qui s'était produit à Belgrove. Si cette découverte vous a donné des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter ce que vous pensez qu'il s'est vraiment passé cette nuit-là. Les réponses sont rarement simples dans les mystères historiques les plus sombres. L'arrestation d'Ezra aurait dû clore l'affaire rapidement. Dans la Caroline du Sud de 1838, un esclave accusé du meurtre de son maître, ou pire encore de plusieurs maîtres, n'avait aucune chance devant la justice. Les procès dans de tels cas étaient généralement des formalités expéditives, conclues en quelques heures avec un verdict prévisible et une exécution rapide. Pourtant, l'affaire de Belgrove refusa de suivre ce schéma attendu. Dès le début, elle se révéla être un enchevêtrement de contradictions et d'impossibilités qui frustrèrent tous ceux qui tentèrent de la démêler. Le shérif Boyd était un homme pragmatique,
Habitués aux affaires criminelles simples, des vols, des bagarres, des meurtres passionnels, dont les coupables étaient évidents. Mais cette affaire le dérangeait profondément. En tant qu'officier de la loi, il voulait une résolution claire. En tant qu'homme, il sentait que quelque chose de plus sinistre se cachait sous la surface des événements. Les jours qui suivirent l'arrestation d'Ezra furent consacrés à rassembler des preuves et des témoignages. La première difficulté majeure était l'absence totale de témoins directs. Les 17 esclaves qui avaient fui Bellegrove dans la nuit demeuraient introuvables. Des avis de recherche furent diffusés dans tout l'État, mais aucun des fugitifs ne fut jamais capturé. C'était en soi extraordinaire. 17 personnes, dont plusieurs femmes et enfants, qui disparaissaient sans laisser de traces dans une région où les patrouilles surveillaient constamment les routes pour empêcher précisément ce genre de fuite. Comment avaient-ils pu s'échapper si complètement? Certains suggéraient qu'ils avaient reçu de l'aide du réseau clandestin que l'on commençait à appeler le chemin de fer souterrain, ces routes secrètes et ces refuges qui aidaient les esclaves fugitifs à atteindre les États libres du Nord. Mais Bellegrove était isolé, loin des routes connues de ce réseau. Et comment 17 personnes auraient-elles pu être contactées et organisées pour partir toutes ensemble, précisément la nuit où leur maître mourait? La coïncidence était trop parfaite pour être fortuite. Le docteur Pemberton effectua ses examens post-mortem avec toute l'attention requise. Ses conclusions furent troublantes et ambiguës. Les 7 hommes étaient morts par strangulation due à la pendaison, cela ne faisait aucun doute. Mais plusieurs éléments ne correspondaient pas à ce que l'on attendrait de suicide typique ou même de meurtre par pendaison. D'abord, il n'y avait aucune trace de lutte sur les corps. Lors d'une pendaison homicide, la victime se débat généralement, laissant des marques sur ses poignets si elle a été attachée, ou des contusions ailleurs sur le corps. Ici, rien. Les mains des 7 hommes ne portaient aucune marque de lien, suggérant qu'elles étaient libres au moment de la mort. Leurs ongles n'étaient pas cassés, leur peau n'était pas écorchée. C'était comme s'ils s'étaient laissés pendre sans résistance. Deuxièmement, l'angle et la profondeur des marques de strangulation suggéraient que les hommes étaient tombés d'une faible hauteur, probablement simplement en faisant basculer les chaises sur lesquelles ils se tenaient. Dans une pendaison judiciaire, avec une chute d'une certaine hauteur, le cou se brise souvent instantanément, causant une mort rapide. Mais ces hommes étaient morts par strangulation lente, un processus qui prend plusieurs minutes et qui est atrocement douloureux. Comment 7 individus auraient-ils pu endurer cela sans que l'un d'eux ne change d'avis et ne sauve les autres? Troisièmement, et c'était peut-être le détail le plus perturbant, le docteur Pemberton découvrit des traces d'une substance dans l'estomac de chacun des morts. Il ne put identifier précisément cette substance avec les moyens limités dont il disposait, mais elle avait un aspect résineux et une odeur amère caractéristique. Cela pourrait être un sédatif de quelque sorte, conclut-il dans son rapport, ou un poison à action lente, mais je ne peux pas être certain sans analyse plus approfondie, pour lesquelles nous n'avons pas l'équipement nécessaire. Cette découverte changeait tout. Si les 7 hommes avaient été empoisonnés ou drogués avant d'être pendus, alors quelqu'un devait leur avoir administré la substance. Et qui aurait eu l'opportunité de le faire mieux qu'Ezra, qui préparait et servait leur repas? Le shérif Boyd interrogea longuement Ezra sur ce point. L'esclave admit avoir préparé le dîner la veille de la découverte des corps. Il décrivit le menu en détail. Du ragoût de porc, du pain de maïs, des légumes bouillis et du whisky pour accompagner le tout. C'était un repas ordinaire, insista-t-il. Rien de spécial. Je l'ai préparé comme je le faisais chaque soir. Avez-vous ajouté quelque chose d'inhabituel à la nourriture ou à la boisson? Demanda le shérif. Non, monsieur. Rien. Vous connaissez les plantes, Ezra? Les herbes qui peuvent affecter le corps. Une lueur passa dans les yeux d'Ezra, si brève qu'elle aurait pu être imaginée. Je connais quelques herbes médicinales, admit-il. C'est un savoir commun parmi les esclaves, mais je n'ai rien mis dans leur nourriture. Alors comment expliquez-vous la substance trouvée dans leur estomac? Ezra réfléchit un moment avant de répondre.
Les maîtres buvaient beaucoup ce soir-là, plus que d'habitude. Ils avaient plusieurs bouteilles, certaines que je ne connaissais pas. Peut-être que l'alcool contenait quelque chose, ou peut-être qu'ils ont pris quelque chose eux-mêmes après que je sois parti. C'était une explication plausible, mais elle soulevait de nouvelles questions. Pourquoi les 7 hommes auraient-ils consommé une substance toxique? Et même s'ils l'avaient fait, comment cela expliquait-il qu'ils se soient tous pendus ensuite? Pendant ce temps, d'autres aspects troublants de l'affaire commençaient à émerger. Quand les autorités tentèrent de retracer l'histoire récente de Belly Grove et de ses propriétaires, elles se heurtèrent à un mur d'incohérences et de documents manquants. Les registres financiers de la plantation étaient un chaos. Des pages entières avaient été arrachées, comme le shérif l'avait noté lors de la première fouille. Les transactions des 6 derniers mois étaient particulièrement difficiles à reconstituer. Ce que l'on pouvait déduire des fragments restants suggérait que Belly Grove traversait une crise financière grave. Les 7 propriétaires avaient accumulé d'énormes dettes auprès de divers créanciers. Ils devaient de l'argent à la banque de Charleston, à plusieurs fournisseurs et même à d'autres planteurs de la région. Les montants étaient considérables, bien au-delà de ce qu'une propriété de la taille de Belly Grove pourrait rembourser. Plus étrange encore, il semblait qu'une grande somme d'argent avait été retirée des comptes de la plantation environ 2 mois avant les morts. Le registre bancaire montrait un retrait de $3 000, une fortune à l'époque. Mais il n'y avait aucune indication de ce qu'était devenu cet argent. Il n'avait pas été utilisé pour rembourser les dettes connues et aucun achat important n'avait été enregistré. Un employé de la banque de Charleston, interrogé par le shérif, se souvenait de cette transaction. Monsieur Edmond Carlyle est venu personnellement effectuer le retrait, raconta-t-il. Il était très nerveux, transpirant abondamment malgré le froid de décembre. Il a insisté pour recevoir l'argent en pièces d'or, pas en billets. Quand je lui ai demandé la raison d'un si gros retrait, il a simplement dit que c'était pour régler une vieille dette. Il semblait terrifié. Une vieille dette. Cette phrase résonna dans l'esprit du shérif Boyd. Elle faisait écho aux documents étranges qu'ils avaient trouvés dans le bureau de Belly Grove. Cet accord cryptique signé par les 7 hommes 2 semaines avant leur mort. Le shérif sortit le document et le relut attentivement. Le texte était rédigé dans un style ampoulé et délibérément obscur, mais certains passages étaient révélateurs. Nous, les sous-signés, reconnaissons une obligation commune contractée en l'année 1812, laquelle obligation n'a jamais été honorée et dont les intérêts se sont accumulés au-delà de toute mesure raisonnable. Nous acceptons que le temps de l'acquittement est venu et que nous devons faire face ensemble aux conséquences de notre défaillance. Nous nous engageons à exécuter la résolution finale si aucune autre issue ne se présente avant le terme fixé. Le terme fixé. Mais quel terme? Et quelle était cette obligation contractée pendant la guerre de 1812, 26 ans auparavant? Le shérif Boyd décida qu'il fallait creuser plus profondément dans le passé des 7 hommes. Il commença par interroger les anciens voisins et connaissances des associés de Belly Grove. Ce qu'il découvrit peignit le portrait d'hommes rongés par un secret commun, un poids qui les avait suivis depuis leur retour de la guerre. Un ancien compagnon d'armes, maintenant retraité et vivant modestement près de Charleston, se souvenait bien d'eux. Ils formaient un groupe soudé, raconta le vieil homme, sa voix chevrotante. Trop soudé, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ne se mélangeaient pas aux autres soldats. Ils disparaissaient souvent ensemble, parlant à voix basse. Il y avait toujours quelque chose de furtif chez eux. Savez-vous ce qu'ils faisaient? Demanda le shérif. Le vétéran hésita, ses yeux chassieux se perdant dans des souvenirs lointains. Il y a eu une histoire, vers la fin de la guerre. On était cantonné près de la frontière avec la Géorgie. Une famille de loyalistes, des gens qui soutenaient les Britanniques, vivaient dans une grande maison isolée. Un soir, la maison a brûlé. Toute la famille a péri dans les flammes, le père, la mère, 3 enfants, et même les domestiques. Il s'arrêta, comme si le reste était trop difficile à dire. Continuez, pressa le shérif. Il y a eu des rumeurs, des gens disaient que ce n'était pas un accident.
que la maison avait été incendiée volontairement. Et on chuchotait que ce groupe de 7 soldats, ceux qui devinrent plus tard les associés de Belgrove, avait été vu rôdant dans la région cette nuit-là. Y a-t-il eu une enquête? Non. C'était la guerre. Ces choses arrivaient, et les loyalistes n'avaient pas beaucoup de sympathie. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait du vrai dans ces rumeurs. Surtout après. Après la guerre, quand ils sont revenus, ils avaient de l'argent. Pas beaucoup, mais plus qu'ils n'auraient dû en avoir. Assez pour acheter Belgrove ensemble. Des soldats simples ne finissent pas avec ce genre de capital, à moins qu'ils ne l'aient obtenu d'une manière ou d'une autre. Le shérif Boyd sentit un frisson parcourir son échine. Est-ce que les 7 hommes avaient pillé la maison loyaliste avant de la brûler? Avaient-ils tué une famille entière pour de l'argent? Si c'était le cas, cela expliquerait leur association étroite, liée non par l'amitié, mais par un crime commun qui les condamnait à rester ensemble. Mais cela n'expliquait toujours pas leur mort. Pourquoi, 26 ans plus tard, se seraient-ils suicidés collectivement? La culpabilité qui ronge. Possible, mais peu probable après tant d'années. Non, il devait y avoir quelque chose de plus immédiat, une menace présente qui les avait poussés à cette extrémité. Le shérif continua ses investigations. Il apprit que dans les mois précédant leur mort, les 7 hommes avaient reçu plusieurs visiteurs inhabituels. Un marchand itinérant avait aperçu un homme étrange rôdant autour de Belgrove en novembre. Il était grand, très maigre, habillé tout en noir, raconta le marchand. Il avait un visage émacié, des yeux enfoncés. Il ressemblait à la mort elle-même. Je lui ai demandé ce qu'il cherchait, et il m'a simplement fixé sans répondre, puis il a continué vers la plantation. Je ne l'ai jamais revu. D'autres témoignages similaires émergèrent. Un étranger mystérieux, toujours décrit de manière similaire, avait été vu à plusieurs reprises dans les environs de Belgrove durant l'hiver. Personne ne savait qui il était, ni d'où il venait. Les esclaves des plantations voisines chuchotaient qu'il était un esprit vengeur, venu réclamer une dette de sang. Mais le shérif Boyd ne croyait pas aux esprits, il croyait aux hommes, à leurs crimes et à leurs peurs. Cet étranger était réel, et il avait un lien avec l'affaire. Mais qui était-il? La réponse partielle vint d'une source inattendue. Une vieille femme noire, une affranchie qui tenait une petite échoppe de guérisseuse à la périphérie de Charleston, se présenta au bureau du shérif quelques jours après l'arrestation d'Ezra. Elle dit qu'elle avait des informations importantes. « Je connaissais Ezra, dit-elle de sa voix rauque. Il venait me voir parfois pour acheter des herbes. C'était un homme étrange, toujours poli mais distant. Il posait beaucoup de questions sur les plantes, leurs effets, comment les préparer. Quel genre de plantes? Demanda le shérif, son attention soudainement aiguisée. Toutes sortes, certaines pour guérir, d'autres pour calmer, d'autres encore pour faire dormir profondément. Il était particulièrement intéressé par les plantes qui pouvaient affecter l'esprit, faire voir des choses ou rendre une personne suggestible. Le shérif sentit son pouls s'accélérer. « Vous lui avez vendu de telles plantes ?» La vieille femme hocha la tête lentement. « Oui, je pensais qu'il en avait besoin pour ses maîtres, pour les calmer quand ils étaient agités. Ce n'était pas illégal. Mais maintenant, en entendant parler de ce qui s'est passé à Belgrove, je me demande s'il ne les utilisait pas pour autre chose. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La dernière fois qu'il est venu, c'était il y a environ 3 semaines. Il a acheté une grande quantité de racines de valériane et d'extraits de pavot, assez pour mettre une armée entière à dormir. Je lui ai demandé pourquoi il en avait besoin de tant. Il m'a regardé avec ses yeux étranges qu'il a et il a dit « pour que justice soit faite ». Je n'ai pas compris à ce moment-là, mais maintenant, je pense qu'il préparait quelque chose. Cette révélation confirma les pires soupçons du shérif. Ezra avait prémédité les morts. Il avait acquis les moyens de droguer ses maîtres, de les rendre dociles ou inconscients. Mais comment avait-il réussi à les faire se pendre eux-mêmes? Même drogués, cet homme ne se suiciderait pas spontanément, à moins que... Une idée horrible germa dans l'esprit du shérif Boyd. Et si les hommes n'étaient pas morts par pendaison volontaire?
Et s'ils avaient été pendus alors qu'ils étaient déjà inconscients ou mourants de l'empoisonnement? La mise en scène du suicide collectif aurait été faite après leur mort pour détourner les soupçons. Mais cela souleva immédiatement un problème logistique insurmontable. Comment un seul homme, même fort, aurait-il pu soulever et suspendre 7 corps adultes aux poutres? C'était physiquement impossible pour Ezra seul. Il aurait fallu plusieurs personnes. Et les seules autres personnes à Bellegrove, cette nuit-là, étaient les 17 esclaves qui avaient fui. Donc, soit Ezra avait des complices parmi les esclaves fugitifs, soit quelque chose d'autre s'était produit. Le shérif Boyd sentit qu'il tournait en rond, chaque nouvelle découverte soulevant plus de questions qu'elle n'en résolvait. Ce qui frustrait le plus le shérif, c'était l'attitude d'Ezra lui-même. L'esclave demeurait obstinément calme et coopératif en apparence, mais il ne révélait rien d'utile. Il répondait à chaque question, mais ses réponses étaient toujours prudentes, mesurées, souvent ambiguës. Il ne niait pas avoir acheté les herbes, admettait avoir servi le dîner aux 7 hommes, reconnaissait être le seul encore présent à Bellegrove. Mais il maintenait fermement qu'il n'avait tué personne. « Si vous ne les avez pas tués, qui l'a fait ?» demanda le shérif lors d'un interrogatoire particulièrement tendu. Ezra le regarda longuement avant de répondre. « Peut-être se sont-ils tués eux-mêmes, dit-il finalement. Peut-être que leur conscience les a rattrapés. Leur conscience? De quoi parlez-vous? Je ne peux pas dire ce que je ne sais pas avec certitude, répondit Ezra évasivement. Mais les hommes qui portent de lourds secrets finissent souvent par craquer sous leur poids. Quel secret? Le meurtre de la famille loyaliste pendant la guerre. Un éclair de surprise traversa le visage habituellement impassible d'Ezra. C'était la première émotion réelle que le shérif avait vue sur lui. « Vous savez pour ça, murmura-t-il. Ce n'était pas une question. Je sais qu'il y a eu des rumeurs, des accusations jamais prouvées, mais vous semblez en savoir plus. Qu'est-ce que vous savez, Ezra? » L'esclave se referma immédiatement. « Je ne sais rien de certain, dit-il. Seulement des choses que j'ai entendues, des fragments de conversation tard dans la nuit quand les maîtres buvaient trop. » Et qu'avez-vous entendu? Ezra hésita, semblant peser ses mots avec un soin extrême. « J'ai entendu qu'ils avaient en fait quelque chose de terrible autrefois, quelque chose qui les hantait, et j'ai entendu qu'un homme était venu réclamer un prix pour leur silence, un homme qu'ils croyaient mort depuis longtemps. » Le shérif se pencha en avant, son cœur battant plus vite. L'étranger en noir, celui qui a été vu rôdant autour de la plantation? Peut-être. Je ne l'ai jamais vu moi-même. Mais j'ai entendu les maîtres en parler, terrifiés. Ils disaient qu'il était revenu d'entre les morts pour les détruire. Qui était-il? Je ne sais pas. Il ne prononçait jamais son nom. Il l'appelait seulement le survivant. Le survivant. Ce mot résonna dans l'esprit du shérif avec une signification terrible. Si quelqu'un avait survécu à l'incendie de la maison loyaliste, un enfant peut-être, il aurait maintenant l'âge adulte. Et si ce survivant avait découvert l'identité de ceux qui avaient tué sa famille, il aurait toutes les raisons de chercher vengeance. Mais comment se connectait-il à Ezra? Et surtout, où était-il maintenant? Le shérif Boyd ordonna des recherches intensives pour retrouver l'étranger mystérieux, mais ce fut en vain. L'homme avait disparu aussi complètement que les 17 esclaves fugitifs. C'était comme s'il n'avait jamais existé, ou comme s'il avait accompli ce pourquoi il était venu et était reparti dans les ombres dont il était sorti. Pendant ce temps, la pression montait pour que l'affaire soit résolue. Les créanciers de Bellegrove exigeaient de savoir ce qu'il adviendrait de la propriété. Les habitants de la région voulaient comprendre ce qui s'était passé, avides de détails morbides. Et les autorités de l'État observaient de près, inquiètes qu'une révolte d'esclaves pût être en préparation si l'affaire n'était pas résolue rapidement et de manière exemplaire. Un procès fut programmé pour début avril, seulement 6 semaines après les événements. C'était peu de temps pour préparer une défense, mais dans le cas d'un esclave accusé de meurtre, on considérait que ce n'était même pas nécessaire. Le verdict était couru d'avance. Sauf que, cette fois, les choses n'étaient pas si simples.
Et plus le procès approchait, plus il devenait clair que l'affaire de Belgrove refusait de se laisser enfermer dans une conclusion facile. Le procès d'Ezra s'ouvrit le lundi 9 avril 1838 dans le tribunal du comté. Une salle austère aux murs blanchis à la chaux et aux fenêtres étroites qui laissaient filtrer une lumière parcimonieuse. La salle était bondée. Les habitants de la région s'étaient massés pour assister à ce qui promettait d'être un spectacle judiciaire inhabituel. Des planteurs, des commerçants, des fermiers, et même quelques femmes de la bonne société s'étaient déplacées, attirées par le caractère sensationnel de l'affaire. Le juge président était l'honorable Cornelius Waverley, un homme austère de 65 ans, connu pour sa sévérité et son respect scrupuleux de la loi. Il avait un visage en lame de couteau, des yeux gris perçants, et une réputation de ne jamais laisser ses émotions influencer ses décisions. À ses côtés siégeaient 3 assesseurs, tous des propriétaires terriens respectables, qui l'aideraient à déterminer le verdict. Ezra fut amené dans la salle en chaîne, encadré par 2 gardes. Il marchait avec la même démarche mesurée que d'habitude, son visage aussi impassible qu'un masque. Il ne regarda pas la foule qui l'observait avec un mélange de curiosité morbide et d'hostilité à peine voilée. Il fut placé sur le banc des accusés, une simple chaise de bois derrière une balustrade basse. Le procureur chargé de l'affaire était Josiah Ramsey, un avocat ambitieux dans la trentaine, connu pour sa véhémence et son habileté à manipuler les jurys. Il portait ce jour-là un costume noir impeccable et ses cheveux bruns étaient soigneusement peignés en arrière. Il se leva pour prononcer son réquisitoire d'ouverture, sa voix portant clairement dans toute la salle. « Messieurs, commença-t-il en s'adressant aux juges et aux assesseurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour juger un crime d'une monstruosité rare. 7 hommes, propriétaires légitimes et citoyens respectables de notre État, ont été assassinés dans leur propre demeure. 7 vies ont été prises dans une seule nuit de violence calculée. Et l'accusé que vous voyez devant vous, cet esclave nommé Ezra, est le seul responsable possible de ces actes ignobles. » Il fit une pause dramatique, laissant ses mots résonner dans la salle silencieuse. L'accusation démontrera qu'Ezra possédait les moyens, l'opportunité et le mobile pour commettre ces meurtres. Il préparait la nourriture de ses maîtres et avait ainsi la possibilité de les empoisonner. Il a été vu achetant des substances toxiques dans les semaines précédant les morts. Il était présent à Belgrove cette nuit fatale, et il était le seul encore là quand les corps furent découverts. Tous les autres esclaves avaient fui, une fuite qu'il a certainement orchestrée pour éliminer tout témoin. Ramsey se tourna vers Ezra, pointant un doigt accusateur dans sa direction. Cet homme n'est pas un simple esclave. Il est lettré, intelligent, capable de manipulation subtile. Il a gagné la confiance de ses maîtres pour mieux les trahir. Et quand le moment est venu, il a agi avec une cruauté froide et calculée qui glace le sang. Il les a drogués, puis il les a pendus l'un après l'autre, mettant en scène un suicide collectif pour masquer son crime. Le procureur laissa planer un silence avant de conclure son introduction. La preuve de sa culpabilité est écrasante, messieurs. Et je vous demande de rendre la seule justice possible, le reconnaître coupable et le condamner à la mort qu'il mérite amplement. Les murmures approbateurs parcoururent à la foule. Josiah Ramsey avait présenté une version des événements qui sonnait logique et qui confirmait les préjugés de l'époque. Un esclave qui se retourne contre ses maîtres était l'un des cauchemars les plus profonds de la société sudiste, et Ezra incarnait parfaitement ce cauchemar. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu se produisit. Le juge Waverley demanda si l'accusé avait un défenseur. Dans les cas impliquant des esclaves, il n'était pas obligatoire de leur fournir un avocat, et la plupart n'en avaient pas. Mais à la surprise générale, un homme se leva dans la salle et s'avança vers la barre. « Votre honneur, je représenterai l'accusé », dit-il d'une voix claire et assurée. C'était un homme dans la quarantaine, grand et mince, avec des cheveux châtains grisonnants et des lunettes rondes perchées sur un nez aquilin. Il portait un costume sobre mais bien taillé. Son nom était Nathaniel Ashworth,
et il était connu comme l'un des rares avocats de Charleston qui acceptait parfois de défendre des cas impopulaires pour des raisons de principe. Un murmure surpris parcourut la salle. Personne ne s'attendait à ce qu'Ezra ait une défense organisée. Le juge Waverly fronça les sourcils, mais il ne pouvait pas refuser cette représentation sans violer les formes légales, même pour un esclave. « Très bien, maître Ashworth, » dit le juge. « Vous pouvez représenter l'accusé. Mais je vous préviens que ce tribunal n'acceptera aucune tactique dilatoire. Cette affaire sera jugée rapidement. » Ashworth inclina la tête respectueusement. « Je n'ai aucune intention de retarder la justice, votre honneur. Je souhaite simplement m'assurer qu'elle soit rendue correctement. » Le procès commença véritablement. Le procureur Ramsay appela ses premiers témoins. Jacob Pritchard, l'ouvrier qui avait découvert les corps, fut le premier à témoigner. Il raconta sa découverte macabre avec des détails vivants qui firent frissonner l'assistance. Puis vint le tour du shérif Boyd qui présenta les preuves matérielles. Les cordes utilisées pour les pendaisons, les documents trouvés dans la maison, les registres comptables montrant les difficultés financières de Belgrove. Le docteur Pemberton témoigna ensuite sur ses examens post-mortem. Il confirma que les 7 hommes étaient morts par strangulation due à la pendaison, mais il dut aussi admettre, sous le questionnement insistant de Ramsay, qu'il avait trouvé des traces d'une substance suspecte dans leurs estomacs. « Docteur Pemberton, » demanda Ramsay, « pouvez-vous nous dire quelle était cette substance ?»« Je ne peux pas l'identifier avec certitude, » répondit le médecin honnêtement. « Mais elle ressemblait à un mélange d'extraits végétaux, probablement des sédatifs. Et cette substance aurait-elle pu rendre les victimes inconscientes ou incapables de résister? C'est possible, oui, selon la quantité et la composition exacte. Donc quelqu'un aurait pu leur administrer cette substance pour les rendre dociles avant de les pendre? Objection, intervint Ashworth. Le témoin a déjà dit qu'il ne pouvait pas identifier la substance avec certitude. Le procureur le pousse à spéculer. Objection retenue, dit le juge Waverly. Maître Ramsay, tenez-vous en aux faits établis. Mais le mal était fait. L'idée que les victimes avaient été droguées était maintenant fermement implantée dans l'esprit des assesseurs. Le procureur appela ensuite la vieille guérisseuse qui avait vendu des herbes à Ezra. Elle répéta son témoignage sur les achats inhabituels faits par l'accusé, incluant des quantités importantes de plantes aux propriétés sédatives. Quand vint le tour d'Ashworth de contre-interroger, il se concentra sur un point précis. « Madame, dit-il poliment, vous avez dit qu'Ezra vous avait acheté ces herbes il y a environ 3 semaines avant les événements. C'est exact? » « Oui, monsieur. »« Et combien de fois auparavant était-il venu vous acheter des herbes similaires ?» La vieille femme hésita. « Plusieurs fois. Sur plusieurs années. Donc, ce n'était pas inhabituel pour lui d'acheter de telles substances? Non, pas vraiment. Mais la quantité cette fois était plus importante. Plus importante, certes. Mais vous avez dit vous-même que vous pensiez qu'il les achetait pour ses maîtres, pour les calmer. N'est-ce pas une explication plausible? Je suppose. Et quand il vous a dit que c'était pour que justice soit faite, n'aurait-il pas pu simplement vouloir dire qu'il souhaitait apaiser la justice de ses maîtres, calmer leurs humeurs? Les maîtres de Belgrove étaient connus pour être des hommes difficiles et querelleurs, n'est-ce pas? La femme acquiesça lentement. Ashworth avait réussi à introduire un doute sur l'interprétation sinistre des paroles d'Ezra. Le procès se poursuivit avec d'autres témoins moins importants. Des voisins qui confirmaient l'atmosphère tendue à Belgrove, le marchand qui avait remarqué l'état nerveux d'Edmund Carlyle lors du retrait bancaire, et le vieil ancien combattant qui avait parlé des rumeurs concernant l'incendie de la maison loyaliste pendant la guerre. C'était sur ce dernier point qu'Ashworth concentra sa défense. Quand vint son tour de présenter son argumentaire, il se leva et s'adressa au tribunal avec une intensité contenue. « Votre honneur, messieurs les assesseurs, commença-t-il, le procureur vous a présenté une version des événements qui semble cohérente en surface. Mais je vous demande d'examiner plus profondément. Cette affaire n'est pas aussi simple qu'on voudrait nous le faire croire. » Il fit quelques pas devant la barre, rassemblant ses pensées. « Considérez les faits.
7 hommes sont morts, apparemment par pendaison. Mais le docteur Pemberton a admis que les circonstances de ces morts sont inhabituelles. 7 suicides simultanés? C'est extraordinaire. 7 hommes tués par une seule personne, c'est presque aussi improbable. Comment un seul homme, même avec l'aide de drogue, aurait-il pu soulever et suspendre 7 corps adultes aux poutres? L'accusation n'a présenté aucune explication plausible pour cet exploit physique impossible. Ramsay se leva immédiatement. Objection. La défense spécule. Il est évident que l'accusé avait des complices parmi les esclaves fugitifs. Dans ce cas, répliqua Ashworth promptement, pourquoi l'accusation n'a-t-elle pas inculpé ses complices présumés? Où sont-ils? Aucun n'a été retrouvé. N'est-il pas extraordinaire que 17 personnes disparaissent sans laisser de traces, et cela précisément la nuit du crime? Le juge Waverly intervint. Maître Ashworth, où voulez-vous en venir? J'y viens, votre honneur. Je suggère qu'il existe une explication alternative à ces événements, une explication que l'accusation refuse de considérer parce qu'elle ne correspond pas à ses préjugés. Ashworth se tourna vers l'assistance. Et si les 7 propriétaires de Belly Grove s'étaient vraiment suicidés? Non pas par un pacte spontané, mais parce qu'ils étaient terrorisés par quelque chose ou quelqu'un qui les a poussés à cette extrémité. Il laissa cette idée s'installer avant de continuer. Nous avons entendu des témoignages sur un étranger mystérieux vu rôdant autour de Belly Grove. Nous avons entendu parler des rumeurs concernant un crime horrible commis par ces 7 hommes pendant la guerre, un incendie qui a tué une famille entière, et nous avons entendu que les victimes parlaient d'un survivant venu réclamer vengeance. Ashworth pointa du doigt vers Ezra. Mon client n'est pas un meurtrier, il est un témoin. Il était là, oui, mais il n'a pas tué ces hommes. Ils se sont tués eux-mêmes, sous la pression d'une terreur que nous ne pouvons qu'imaginer. Et les autres esclaves ont fui, non pas parce qu'ils étaient complices, mais parce qu'ils avaient peur. Peur de l'étranger, peur de ce qui se passait dans cette maison maudite. La salle était maintenant silencieuse, tous suspendus aux lèvres de l'avocat. Même le procureur Ramsay semblait pris au dépourvu par cette ligne de défense inattendue. « Votre honneur, » continua Ashworth, « je demande que mon client soit autorisé à témoigner, qu'il raconte dans ses propres mots ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. La vérité mérite d'être entendue, même si elle vient de la bouche d'un esclave. » Le juge Waverly fronça les sourcils. Permettre à un esclave de témoigner dans son propre procès était inhabituel, bien que pas strictement illégal. Le témoignage d'un esclave n'avait généralement aucun poids légal, mais le juge était un homme attaché aux formes. « Très bien, » dit-il finalement. « L'accusé peut témoigner. Mais je vous préviens, maître Ashworth, que son témoignage sera évalué avec la plus grande prudence. » Ezra fut appelé à la barre. Il se leva lentement, ses chaînes cliquetant, et s'avança d'une démarche qui n'avait rien perdu de sa dignité silencieuse. Il prêta serment, bien que ce serment n'ait techniquement aucune valeur légale, et s'assit sur la chaise des témoins. Ashworth s'approcha de lui. « Ezra, » commença-t-il doucement, « racontez-nous ce qui s'est passé à Belly Grove dans les jours et les semaines avant la mort de vos maîtres. » Ezra regarda l'avocat pendant un long moment. Puis il commença à parler. Sa voix était basse mais claire, chaque mot prononcé avec précision. « Il y a environ 2 mois, dit-il, les maîtres ont changé. Ils étaient déjà des hommes difficiles, prompts à la colère et à la violence, surtout quand ils buvaient. Mais en décembre, quelque chose s'est transformé en eux. Ils sont devenus nerveux, sursautant au moindre bruit. Ils se disputaient plus fréquemment, mais leurs disputes prenaient un tour différent. Ce n'était plus seulement pour l'argent ou la gestion de la plantation. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui semblait les ronger de l'intérieur. Il s'arrêta, semblant rassembler ses souvenirs. Un soir de décembre, j'étais dans la maison, préparant leur dîner. Ils ne savaient pas que je pouvais les entendre depuis la cuisine. Ils parlaient dans le bureau, et leur voix était forte, presque paniquée. J'ai entendu M. Carlyle dire « Il sait. Après toutes ces années, il sait ce que nous avons fait. » Et M. Hendrick a répondu « Comment est-ce possible ?»
Ils sont tous morts. Nous nous en sommes assurés. Un murmure parcourut la salle. Ezra continua, imperturbable. Puis M. Frost a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Un enfant a survécu. Il était dans le grenier quand nous avons mis le feu. Nous ne l'avons jamais vérifié. Il a survécu, et maintenant il est revenu. Le silence dans la salle était maintenant absolu. Même le juge Waverly se penchait en avant, captivé malgré lui. Dans les semaines qui ont suivi, poursuivit Ezra, les maîtres ont reçu plusieurs visites d'un homme que je n'ai jamais clairement vu. Il arrivait tard le soir, toujours seul, toujours habillé de sombre. Il restait enfermé avec eux pendant des heures. Quand il repartait, les maîtres étaient terrifiés. Je les entendais pleurer, certains priaient, chose qu'ils n'avaient jamais faite auparavant. Cet homme, le survivant, demanda Ashworth, « Savez-vous ce qu'il leur voulait ?» « La vengeance, » répondit Ezra simplement. Il voulait les faire payer pour le meurtre de sa famille. Mais pas seulement leur mort. Il voulait leur destruction totale, la ruine de tout ce qu'ils avaient construit. Il exigeait de l'argent, tout leur argent. C'est pour cela qu'ils ont fait ce retrait énorme à la banque. Ils lui ont donné tout ce qu'ils avaient, espérant qu'il les laisserait tranquilles. Mais il n'est pas parti? Non, il est revenu. La nuit avant leur mort, il est venu une dernière fois. J'étais dans ma cabane, mais je l'ai vu arriver. J'ai attendu, sachant que quelque chose de terrible allait se produire. Ezra marqua une pause, ses yeux se perdant dans le souvenir de cette nuit. Vers minuit, j'ai entendu des cris venant de la grande maison. Des cris de terreur absolue, puis le silence. J'aurais dû intervenir. Peut-être aurais-je pu faire quelque chose. Mais j'avoue que j'ai eu peur. Peur de cet homme, peur de ce qui se passait. Alors je suis resté dans ma cabane. Les autres esclaves, où étaient-ils? Ils avaient tous fui durant la soirée, avant même que l'étranger n'arrive. Ils avaient senti que quelque chose d'horrible allait se passer. Moi seul suis resté, par une sorte de fascination morbide, ou peut-être par un sens du devoir mal placé envers ceux qui m'avaient possédé. Et le lendemain matin, à l'aube, je me suis rendu à la maison. La porte était entr'ouverte. Je suis entré et j'ai trouvé les 7 maîtres pendus dans la salle à manger. L'étranger était parti. Les chaises étaient renversées sous leur corps, comme s'ils avaient grimpé dessus volontairement. Sur la table, il y avait une lettre. Ashworth se redressa brusquement. « Une lettre? Vous n'en avez jamais parlé au shérif ?» « Il ne m'a jamais posé la question spécifiquement, » répondit Ezra. « Et j'ai pensé que personne ne me croirait de toute façon. » Qu'est devenue cette lettre? Je l'ai brûlée. C'était stupide, je le sais maintenant. Mais sur le moment, j'ai pensé que son contenu ne ferait qu'empirer les choses. Que disait-elle? Ezra fixa Ashworth intensément. Elle était adressée aux 7 hommes. Elle disait quelque chose comme « Vous avez pris ma famille, vous m'avez laissé seul au monde. Maintenant, vous ferez face à votre jugement. Prenez les cordes que j'ai préparées, montez sur les chaises, et expiez vos péchés de la seule manière appropriée. Si vous refusez, je reviendrai et je détruirai non seulement vous, mais tous ceux qui vous sont chers, tous ceux qui portent vos noms. Votre mort doit avoir l'apparence d'un suicide, car c'est ce que c'est. Vous vous êtes tués le jour où vous avez choisi de devenir des meurtriers. » La salle explosa en exclamations et murmures. Le juge Waverly dut frapper plusieurs fois avec son marteau pour ramener l'ordre. « Vous affirmez, » dit le juge, sa voix incrédule, « que ces hommes se sont pendus eux-mêmes sur ordre de cet étranger? » « Oui, votre honneur. » Ils étaient terrorisés au-delà de toute raison. Cet homme avait brisé leur volonté. Et peut-être, ajouta Ezra avec une pointe d'amertume, peut-être que leur conscience les avait déjà condamnés depuis longtemps. Peut-être qu'une partie d'eux voulait en finir avec le poids de leurs crimes. Le procureur Ramsay se leva brusquement. « Votre honneur, ceci est ridicule. L'accusé invente une histoire fantastique pour sauver sa peau. Un mystérieux étranger qui force 7 hommes à se suicider? C'est absurde. Et cette lettre qu'il prétend avoir brûlée, quelle commodité!
Aucune preuve ne peut être produite. Ashworth se tourna vers le procureur. Mon client n'a aucune raison d'inventer une telle histoire. S'il voulait mentir, il aurait créé un récit plus crédible. Mais la vérité, messieurs, est souvent plus étrange que la fiction. Le juge Waverly semblait profondément troublé. Il ordonna une suspension pour délibérer avec ses assesseurs. Quand ils revinrent après 1 heure de discussion, l'atmosphère dans la salle était électrique. Cette cour, annonça le juge Waverly, ne peut pas ignorer le fait que l'explication fournie par l'accusé, aussi improbable soit-elle, n'est pas impossible. L'existence de l'étranger mystérieux a été confirmée par plusieurs témoins indépendants. Les victimes elles-mêmes parlaient d'un survivant avant leur mort. Et il est vrai que rien ne prouve de manière concluante qu'Ezra a physiquement pendu les 7 hommes. Un espoir sembla naître parmi les partisans d'Ezra. Mais le juge continua. Cependant, même si nous acceptons que les victimes se soient suicidées sous la contrainte psychologique, cela ne rend pas l'accusé innocent. Il a admis avoir été présent, avoir entendu des choses, avoir su qu'un crime avait été commis autrefois. Il a brûlé une preuve importante, et il n'a rien fait pour empêcher ces morts ou pour alerter les autorités. Le juge fit une pause, son regard balayant la salle. Néanmoins, compte tenu des circonstances extraordinaires de cette affaire et de l'absence de preuves directes qu'Ezra a personnellement tué qui que ce soit, cette cour ne peut pas le condamner à mort pour meurtre. Un soupir collectif, mélange de soulagement et de déception, parcourut l'assistance. Ezra est reconnu coupable de complicité, de destruction de preuves et de manquement à son devoir d'alerter les autorités. Il est condamné à être vendu aux enchères, les profits de cette vente servant à rembourser partiellement les créanciers de Bellegrove. De plus, il recevra 20 coups de fouet pour avoir détruit la lettre mentionnée dans son témoignage. C'était une sentence relativement clémente pour l'époque, mais elle laissait beaucoup de questions en suspens. Le véritable coupable, l'étranger mystérieux, le survivant, n'avait jamais été identifié ni capturé. L'affaire de Bellegrove demeurait officiellement non résolue. Les semaines qui suivirent le procès furent marquées par une agitation croissante dans la région. L'histoire de Bellegrove s'était répandue bien au-delà du comté, amplifiant avec chaque récit. Dans les salons de Charleston, dans les tavernes des petites villes, dans les cabanes des esclaves, on ne parlait que de ça. 7 hommes poussés au suicide par un fantôme de leur passé. Ezra fut vendu aux enchères comme l'avait ordonné le tribunal. L'acheteur était un planteur de riz du nom de Samuel Whitfield, propriétaire d'une vaste exploitation près de Georgetown. Whitfield était connu pour être un maître relativement modéré, mais aussi pour son pragmatisme. Il avait acheté Ezra à un prix dérisoire, profitant du stigmate attaché à l'esclave après le procès. Personne d'autre n'avait voulu enchérir sur un homme associé à une telle tragédie. Avant qu'Ezra ne parte pour sa nouvelle destination, Nathaniel Ashworth, l'avocat qui l'avait défendu, vint lui rendre visite une dernière fois dans la cellule où il attendait son transfert. Les 2 hommes s'assirent de chaque côté de la grille qui séparait la cellule du couloir. « Je voulais vous parler une dernière fois, » dit Ashworth. « Il y a des choses que vous ne m'avez pas dites durant le procès, n'est-ce pas ?» Ezra regarda l'avocat pendant un long moment, son visage aussi inexpressif que toujours. « Pourquoi pensez-vous cela ? Parce que votre histoire, aussi convaincante soit-elle, laisse des zones d'ombre. Cet étranger mystérieux, le survivant, qui était-il vraiment ? Et vous, Ezra, quel rôle avez-vous vraiment joué dans tout cela ?» Ezra ne répondit pas immédiatement. Puis, lentement, un léger sourire apparut au coin de ses lèvres, le premier que l'avocat lui avait jamais vu. « Maître Ashworth, dit-il doucement, vous avez fait un travail remarquable en me défendant. Vous m'avez sauvé la vie. Pour cela, je vous en suis reconnaissant. Mais certaines vérités sont trop dangereuses pour être prononcées à voix haute. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre, répondit Ezra. Il suffit de savoir que justice a été rendue, d'une manière ou d'une autre. 7 hommes qui avaient échappé au châtiment pendant 26 ans ont finalement payé pour leurs crimes. N'est-ce pas ce qui compte ? Mais le survivant,
commença Ashworth. Peut-être que le survivant n'a jamais existé, coupa Ezra. Peut-être que c'était simplement une histoire que des hommes coupables se racontaient à eux-mêmes, leur conscience les torturant jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus supporter le poids de leur culpabilité. Ashworth fronça les sourcils. Vous suggérez qu'ils se sont vraiment suicidés sans intervention extérieure, mais les témoins ont vu l'étranger. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir, répondit Ezra énigmatiquement. Un homme en noir rôdant autour d'une plantation, cela pourrait être n'importe qui. Un voyageur perdu, un marchand cherchant son chemin, même un esclave fugitif. Mais quand cet homme meurt mystérieusement, les gens ont besoin d'une explication qui ait du sens pour eux. Alors, ils créent un fantôme vengeur. Mais la lettre que vous avez brûlée, quelle lettre? Demanda Ezra, son sourire s'élargissant imperceptiblement. Ashworth comprit soudain. Il n'y avait pas de lettre, n'est-ce pas? Vous l'avez inventée pour le procès. Je ne peux ni confirmer ni infirmer, dit Ezra. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai raconté une histoire qui a permis de sauver ma vie tout en préservant une certaine vérité essentielle. L'avocat se pencha plus près de la grille. Ezra, dites-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? L'esclave le regarda intensément, et pour la première fois, Ashworth vit une profondeur dans ses yeux qui le fit frissonner. Vous voulez savoir? Vraiment? Demanda Ezra. Très bien, je vais vous dire ce que je crois. Je crois que 7 hommes, rongés par la culpabilité et la peur, se sont retrouvés piégés dans une situation financière désespérée. Je crois qu'ils ont été approchés par quelqu'un qui connaissait leurs secrets, quelqu'un qui a exploité leur peur pour les dépouiller de tout ce qu'ils possédaient. Et je crois qu'une nuit, après avoir bu et réalisé qu'il ne leur restait rien, qu'ils étaient ruinés et déshonorés, ils ont pris une décision collective. Peut-être que l'un d'eux a suggéré l'idée et les autres ont suivi. Peut-être qu'ils ont préparé les cordes ensemble, installé les chaises ensemble. Et puis, dans un moment de folie partagée alimenté par l'alcool et le désespoir, ils ont tous grimpé et sauté. Ashworth secoua la tête. Mais c'est impossible. 7 hommes qui se suicident simultanément. Comment aurait-il pu être sûr que tous iraient jusqu'au bout? Mais ils ne pouvaient ne pas en être sûrs, admit Ezra. Mais ils l'ont fait quand même, parce que pour eux, c'était la seule issue honorable. Dans leur esprit tordu, mourir ensemble était préférable à vivre dans la honte et la ruine. Et les drogues que vous aviez achetées? Pour les calmer, exactement comme je l'ai dit, les maîtres étaient de plus en plus agités, violents même. Je leur préparais des tisanes pour les apaiser. Cela m'aidait à survivre dans cette maison. Mais cette nuit-là, ils n'ont pas eu besoin de mes tisanes. Ils avaient assez d'alcool pour faire le travail. Ashworth se recula, essayant de digérer tout cela. Et l'étranger mystérieux, vous l'avez inventé de toutes pièces? Ezra haussa les épaules. Peut-être qu'il existait, peut-être pas. Peut-être que c'était simplement une projection de leur culpabilité, ou peut-être qu'il y avait vraiment quelqu'un qui les terrorisait. Je ne sais pas avec certitude. Je n'étais qu'un esclave après tout. Les maîtres ne me confiaient pas tous leurs secrets. L'avocat resta silencieux pendant un long moment, puis il demanda « Une dernière question. Les autres esclaves, ceux qui ont fui, vous saviez qu'ils allaient partir? Oui. Et vous les avez laissés partir? Je les ai aidés à partir, corrigea Ezra. Je leur ai dit de fuir avant que quelque chose de terrible n'arrive. Je leur ai donné des provisions, indiqué des routes sûres. C'était la moindre des choses que je pouvais faire. Donc, vous saviez que quelque chose allait se passer cette nuit-là? Je le sentais venir depuis des semaines, une tension qui ne pouvait se résoudre que dans la violence ou la mort. Je préférais ne pas avoir de témoins quand cela arriverait. Ashworth se leva, prêt à partir. Ezra, vous êtes un homme bien plus complexe que vous ne voulez le faire croire. Je ne suis toujours pas sûr de savoir la vérité entière, mais je pense que vous avez survécu à quelque chose d'horrible et que vous avez fait ce que vous deviez faire pour continuer. Nous faisons tous ce que nous devons faire pour survivre, maître Ashworth, répondit Ezra, même quand cela implique de porter des secrets qui ne peuvent jamais être révélés. Ils se séparèrent sur ces mots,
et Ashworth ne revit jamais Ezra. Mais l'avocat ne put jamais oublier cette conversation, et il passa le reste de sa vie à se demander quelle était la véritable vérité derrière les événements de Belgrove. Pendant ce temps, la plantation elle-même était devenue un lieu maudit aux yeux de la population locale. Personne ne voulait l'acheter, malgré le prix dérisoire auquel elle était proposée. Elle resta abandonnée, ses bâtiments se détériorant lentement sous l'assaut des éléments et de la végétation envahissante. Mais l'affaire de Belgrove n'était pas terminée. Dans les mois qui suivirent, d'autres révélations troublantes commencèrent à émerger. Des révélations qui jetèrent un éclairage encore plus sombre sur les événements de cette nuit fatale de février 1838. En juin 1838. 4 mois après le procès, un événement inattendu relança l'intérêt pour l'affaire de Belgrove. Un voyageur du nom de Thomas Beauregard arriva à Charleston en provenance de Géorgie. Il apportait avec lui une découverte qui allait bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur le mystère de la plantation maudite. Beauregard était un antiquaire et collectionneur de documents historiques. Dans le cadre de ses recherches sur la guerre de 1812, il avait acquis une collection de papiers appartenant à une famille loyaliste nommée Harrington, qui avait vécu près de la frontière entre la Caroline du Sud et la Géorgie. C'était précisément la famille dont l'incendie de la maison avait été évoqué durant le procès d'Ezra. Parmi ces papiers, Beauregard avait trouvé un journal intime appartenant à un certain Jacob Harrington, le fils aîné de la famille, âgé de 16 ans au moment de l'incendie. Le journal se terminait abruptement, en 1813, mais ses dernières entrées étaient glaçantes. Le shérif Boyd fut informé de cette découverte et demanda à examiner le journal. Ce qu'il lut le laissa sans voix. Les entrées finales du journal décrivaient en détail les événements menant à l'incendie. Jacob Harrington racontait comment sa famille, connue pour ses sympathies loyalistes, était devenue la cible de harcèlements et de menaces de la part de milices patriotes locales. Il mentionnait spécifiquement un groupe de 7 hommes qui rôdaient autour de leur propriété, faisant des remarques hostiles et intimidantes. Mais c'était l'avant-dernière entrée, datée du 2 janvier 1813, qui était la plus révélatrice. Jacob écrivait « Ce soir, les 7 hommes sont revenus. Ils étaient ivres et agressifs. Ils ont exigé de l'argent, prétendant que c'était une contribution patriotique pour soutenir l'effort de guerre. Père a refusé. Ils sont devenus violents. Ils ont menacé de brûler la maison si nous ne coopérions pas. Père leur a dit de partir. Ils sont partis en riant, mais j'ai vu la haine dans leurs yeux. Je crains le pire. » La dernière entrée était datée du 3 janvier, écrite d'une main tremblante. Ils sont revenus cette nuit. Ils ont mis le feu à la maison. Je me suis caché dans le grenier quand j'ai entendu les cris. À travers les fentes du plancher, j'ai vu ces 7 démons assassiner ma famille. Père a tenté de se défendre, mais ils l'ont frappé jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Mère et mes sœurs ont crié, mais leurs cris se sont arrêtés. Les flammes montent maintenant. La fumée m'étouffe. Je vais essayer de sortir par la fenêtre du grenier. Si je survis, je jure sur la tombe de ma famille que je les retrouverai. Les 7. Je me souviens de leurs visages. Edmund Carlyle, Thomas Hendrick, Nathaniel Frost, Samuel Greer, Marcus Delaney, Robert Kinsey, William Cutler. Ces noms sont gravés dans ma mémoire avec le fer rouge de la vengeance. Un jour, ils paieront. Le journal s'arrêtait là. Le shérif Boyd lut et relut ces passages, son cœur battant la chamade. C'était la confirmation que tout ce qu'Ezra avait suggéré durant le procès était vrai. Les 7 propriétaires de Belgrove avaient bien assassiné la famille Harrington. Et Jacob, le survivant, avait passé 26 ans à les traquer. Mais où était Jacob Harrington maintenant? Beauregard l'antiquaire ne le savait pas. Il avait acheté les papiers à un vendeur anonyme lors d'une vente aux enchères à Savannah. Il n'avait aucune idée de la provenance exacte des documents, ni du destin de leur auteur. Le shérif Boyd lança immédiatement une enquête pour retrouver Jacob Harrington. Mais comme il s'en doutait, l'homme semblait avoir disparu sans laisser de traces. Aucun registre civil ne portait ce nom dans les États voisins.
Aucun témoignage ne permettait de confirmer son existence actuelle. C'était comme si Jacob Harrington avait cessé d'exister après avoir accompli sa vengeance. Ou peut-être qu'il n'avait jamais vraiment existé sous ce nom, ayant adopté une nouvelle identité pour échapper à la reconnaissance. Le shérif Boyd se rendit alors compte de quelque chose de terrifiant. Et si l'étranger mystérieux en noir n'avait été qu'une rumeur, une peur collective projetée par les 7 hommes coupables? Et si personne n'était vraiment venu les terroriser physiquement, mais que c'était simplement leur culpabilité qui les avait détruits de l'intérieur? Mais alors, comment expliquer les témoignages de plusieurs personnes affirmant avoir vu cet homme? Comment expliquer le retrait massif d'argent de la banque? À qui les 7 propriétaires avaient-ils donné cet argent? Le shérif décida de rouvrir discrètement l'enquête. Il retourna à Belgrove, maintenant complètement abandonné et envahi par la végétation. La grande maison était dans un état de délabrement avancé. Les fenêtres étaient brisées, les portes pendaient de leurs gonds, et une odeur de moisissure et de décomposition imprégnait tout. Il fouilla de nouveau la propriété, cherchant des indices qui auraient pu être négligés lors de la première investigation. Dans les décombres du bureau, sous des piles de papier moisis et de débris, il trouva quelque chose d'étrange. Une petite boîte en métal enterrée sous les lattes de plancher. La boîte était verrouillée, mais le shérif parvint à la forcer. À l'intérieur, il découvrit des documents qui le glacèrent jusqu'aux os. C'étaient des lettres, une dizaine en tout, toutes adressées aux 7 propriétaires de Belgrove. Les lettres n'étaient pas signées, mais leur contenu était clair. Elles provenaient du survivant. Elles détaillaient, point par point, ce que les 7 hommes avaient fait cette nuit de janvier 1813. Elles décrivaient les meurtres avec une précision chirurgicale, comme si l'auteur avait été présent. Et elles exigeaient non seulement de l'argent, mais aussi une confession publique. « Vous avez tué ma famille pour de l'or », disait une des lettres. « Cet or que vous avez volé dans notre maison, vous l'avez utilisé pour construire votre empire de mensonges. Maintenant, vous allez rendre ce qui m'appartient. Et si vous refusez, je ferai en sorte que toute la région connaisse vos crimes. Je détruirai vos réputations, puis vos vies. » Une autre lettre, datée d'1 semaine avant les morts, était encore plus sinistre. « Vous avez payé en argent, mais l'argent ne suffit pas. Le sang appelle le sang. Vous devez choisir. Soit vous mourrez de ma main et votre infamie est révélée au monde, soit vous mourrez de votre propre main et l'apparence de l'honneur est préservée. C'est le seul choix que je vous laisse. Vous avez jusqu'au 26 février pour décider. » Le 26 février. C'était la veille de la découverte des corps. Le shérif Boyd comprenait maintenant ce qui s'était passé. Jacob Harrington, ou celui qu'il était devenu, avait donné aux 7 hommes un ultimatum impossible. Se suicider collectivement pour préserver leur nom, ou être assassinés et déshonorés publiquement. Face à cette terrible alternative, les 7 hommes avaient choisi ce qui leur semblait le moindre mal. Dans une dernière réunion, alimentée par l'alcool et le désespoir, ils avaient accepté de mourir ensemble. Ils avaient préparé les cordes, installé les chaises, et dans un moment de folie collective, ils avaient sauté. C'était un suicide, techniquement. Mais c'était aussi un meurtre, d'une cruauté psychologique raffinée. Jacob Harrington avait détruit ces hommes sans jamais lever la main sur eux. Il les avait simplement forcés à faire face aux conséquences de leurs actes, et cette confrontation avait été fatale. Mais où était Jacob maintenant? Le shérif Boyd examina de nouveau les lettres, cherchant un indice sur l'identité ou la localisation de leur auteur. C'est alors qu'il remarqua quelque chose de troublant. L'écriture des lettres était éduquée, précise, presque artistique. C'était l'écriture de quelqu'un qui avait reçu une éducation formelle, et soudain, comme un coup de tonnerre, la vérité frappa le shérif. Il sortit les documents du procès d'Ezra et compara l'écriture des quelques notes que l'esclave avait écrites durant le procès avec celles des lettres trouvées dans la boîte. Elles étaient identiques. Ezra et Jacob Harrington étaient la même personne. Tout prenait sens maintenant.
Ezra n'était pas un esclave ordinaire qui avait été acheté par les 7 hommes. Il était Jacob Harrington, qui avait délibérément infiltré leur vie, se faisant passer pour un esclave afin d'être au plus près de ceux qui avaient tué sa famille. Il avait passé 6 ans à Belgrove, gagnant leur confiance, apprenant leurs secrets, attendant le moment parfait pour frapper. Il avait orchestré chaque détail. Il avait arrangé la fuite des autres esclaves pour qu'il n'y ait pas de témoins. Il avait psychologiquement torturé les 7 hommes jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus supporter la pression. Et puis, dans un coup de maître final, il les avait poussés au suicide, accomplissant sa vengeance tout en gardant les mains propres. Le procès lui-même avait fait partie de son plan. En racontant l'histoire du mystérieux étranger, en créant cette fiction du survivant vengeur, il avait détourné les soupçons de lui-même tout en révélant indirectement les crimes des 7 hommes. Il avait obtenu justice sans vraiment se faire prendre. Le shérif Boyd resta assis dans les ruines de Belgrove, les lettres tremblantes dans ses mains. Il devrait normalement arrêter de nouveau Ezra, l'accuser de meurtre ou au moins de manipulation criminelle. Mais pouvait-on vraiment appeler ça un meurtre? Les 7 hommes s'étaient techniquement suicidés. Et n'avaient-ils pas mérité leur sort pour avoir assassiné une famille entière? La justice avait été rendue, d'une manière tordue mais indéniable. 7 meurtriers avaient payé pour leurs crimes, et Ezra ou Jacob avaient survécu pour voir ce jour. Le shérif prit une décision qui hantrait sa conscience pour le reste de ses jours. Il brûla les lettres, détruisant la seule preuve tangible qui liait Ezra aux événements de Belgrove. Puis il referma la boîte vide et la remit là où il l'avait trouvée. En quittant la plantation pour la dernière fois, il se dit que certaines vérités étaient trop complexes pour le système de justice formel. Parfois, la vengeance et la justice se confondaient de manière telle qu'il était impossible de les distinguer. Ezra vivrait le reste de sa vie comme esclave chez Samuel Whitfield, portant son secret jusqu'à sa mort. Et Belgrove resterait abandonné, ses murs écroulés gardant à jamais les échos de cette nuit terrible où 7 hommes avaient été forcés de regarder en face leurs démons intérieurs et n'avaient pas survécu à cette confrontation. Les années qui suivirent effacèrent progressivement l'affaire de Belgrove de la mémoire collective, du moins en surface. La plantation abandonnée fut lentement engloutie par la nature. Les marécages reprirent leurs droits. Les cyprès et les chênes recouverts de mousse espagnole envahirent les champs, autrefois cultivés. La grande maison s'effondra section par section, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un monticule de bois pourri et de briques éparses. Mais dans les conversations chuchotées des esclaves, dans les récits que les vieilles femmes racontaient aux enfants pour les effrayer, l'histoire de Belgrove persistait. Elle devint une légende locale. Un conte d'avertissement sur les conséquences du mal et sur la manière dont les secrets enterrés finissent toujours par ressurgir. Ezra, ou Jacob Harrington, si c'était bien son véritable nom, vécut encore 15 ans après les événements de février 1838. Il servit Samuel Whitfield sans incident notable, se montrant toujours aussi silencieux, efficace et impénétrable qu'il l'avait été à Belgrove. Whitfield, qui n'était pas un maître cruel, le traita correctement, et Ezra ne donna jamais aucune raison de mécontentement. Mais ceux qui le côtoyaient durant ces années rapportaient tous la même chose. Il y avait quelque chose d'étrange chez cet homme. Ses yeux semblaient regarder à travers les gens plutôt que vers eux. Il ne riait jamais, ne se plaignait jamais, ne montrait aucune émotion. C'était comme s'il n'était qu'une coquille vide, comme si son esprit était ailleurs, peut-être encore piégé dans cette nuit de 1813, quand il avait vu sa famille périr dans les flammes. En 1853, Ezra tomba malade. Une fièvre le saisit, probablement la malaria qui était endémique dans les régions marécageuses de Caroline du Sud. Il s'affaiblit rapidement, et il devint clair qu'il n'allait pas se remettre. Sur son lit de mort, dans la petite cabane qui lui servait de logement, il demanda à voir Samuel Whitfield. Le planteur vint, accompagné d'un prêtre qu'il avait fait venir pour donner les derniers sacrements à son esclave. « Ezra »
Le souffle court et le visage creusé par la maladie, regarda son maître avec une intensité troublante. « Maître Whitfield, murmura-t-il d'une voix rauque, je vais bientôt mourir. Avant de partir, je voudrais vous dire quelque chose. Repose-toi, Ezra, dit Whitfield avec une certaine gentillesse. Garde tes forces. Non, il faut que je parle. Ezra toussa violemment puis continua. Je ne suis pas celui que vous croyez. Mon nom n'est pas Ezra, c'est Jacob. Jacob Harrington. Whitfield fronça les sourcils, ne comprenant pas. Il y a 40 ans, poursuivit Ezra d'une voix de plus en plus faible. Des hommes ont tué ma famille. Ils ont brûlé notre maison et assassiné mes parents et mes sœurs. J'étais le seul survivant. J'avais 16 ans. Il fit une pause, respirant difficilement. J'ai passé le reste de ma vie à chercher ces hommes. Je les ai trouvés. Je suis devenu leur esclave pour être près d'eux. Et j'ai attendu le moment parfait. Et quand ce moment est venu, je les ai détruits. Whitfield était maintenant pâle, réalisant qu'il tenait devant lui l'homme au centre de la légende de Belgrove. « Tu les as tués ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Non », répondit Ezra avec quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. « Je ne les ai pas tués. Je les ai simplement forcés à regarder ce qu'ils étaient vraiment. Et ils n'ont pas pu supporter cette vérité. Ils se sont tués eux-mêmes. Mais comment ? 6 ans de patience, murmura Ezra. 6 ans à gagner leur confiance, à apprendre leurs faiblesses, à comprendre ce qui les terrifiait le plus. Puis j'ai lentement tissé ma toile. Des lettres anonymes, des rumeurs soigneusement placées, de l'argent extorqué qui les a ruinés, et finalement, un ultimatum qu'ils ne pouvaient refuser. Il toussa de nouveau, du sang apparaissant au coin de ses lèvres. « Était-ce de la justice ou de la vengeance ?» demanda Whitfield. « Dieu seul le sait. Mais j'ai fait ce que je devais faire. J'ai passé toute ma vie adulte avec un seul but. Et maintenant que c'est accompli, je peux enfin partir en paix. Tu vas en enfer pour ça, dit le prêtre qui avait écouté avec horreur. Ezra tourna son regard vers l'homme d'église. « J'y suis déjà, mon père. J'y suis depuis 40 ans. La mort sera une libération. » Ce furent ses derniers mots. Il ferma les yeux et expira doucement, comme quelqu'un qui s'endort après une longue journée épuisante. Samuel Whitfield fit enterrer Ezra dans un coin reculé de sa propriété, loin des autres tombes d'esclaves. Il ne raconta jamais à personne ce qu'Ezra lui avait confessé sur son lit de mort. C'était un secret trop lourd à porter, trop dangereux à révéler. Quant au shérif Boyd, il était mort quelques années auparavant d'une attaque cardiaque, emportant avec lui ses propres secrets sur l'affaire de Belgrove. Nathaniel Ashworth, l'avocat qui avait défendu Ezra, avait quitté la Caroline du Sud pour s'installer à New York, où il devint un fervent abolitionniste, peut-être influencé par ce qu'il avait appris durant ce procès étrange. L'affaire de Belgrove resta ainsi enveloppée de mystères, avec différentes versions circulant selon qui racontait l'histoire. Pour certains, c'était un exemple de la sauvagerie inhérente des esclaves et de la nécessité de les contrôler strictement. Pour d'autres, c'était une histoire de vengeance justifiée contre des hommes qui avaient échappé à la justice pendant trop longtemps. Pour d'autres encore, c'était simplement un mystère inexplicable, un événement étrange qui défiait toute compréhension rationnelle. La vérité, comme toujours, était plus complexe que n'importe laquelle de ces versions. C'était l'histoire d'un garçon qui avait tout perdu, qui avait été forcé de devenir quelqu'un d'autre pour survivre et qui avait consacré sa vie entière à une quête de justice ou de vengeance, selon le point de vue qu'on adoptait. C'était aussi l'histoire de 7 hommes qui avaient commis un crime terrible dans leur jeunesse et qui avaient cru pouvoir en échapper aux conséquences. Ils avaient construit une vie sur ce crime, profitant de l'argent qu'ils avaient volé, mais le poids de leur culpabilité n'avait jamais vraiment disparu. Et quand quelqu'un était venu leur rappeler ce qu'ils avaient fait, leur fragile édifice s'était effondré. Aujourd'hui, plus d'un siècle et demi plus tard, il ne reste presque rien de Belgrove. Le site est maintenant envahi par une forêt dense, et seuls quelques chasseurs ou randonneurs égarés trébuchent parfois sur des vestiges de fondations en pierre ou des fragments de briques recouvertes de mousse.
La plupart ne savent même pas qu'ils marchent sur l'emplacement d'une ancienne plantation, et encore moins sur le théâtre d'un des mystères les plus troublants de l'histoire de la Caroline du Sud. Mais les histoires ont la vie dure, et dans certaines tavernes de Charleston, tard dans la nuit, quand le whisky coule et que les langues se délient, on entend encore parfois parler de Bellegrove. On raconte l'histoire de 7 hommes trouvés pendus dans leur propre maison et d'un esclave mystérieux qui savait plus qu'il ne disait. Et ceux qui connaissent la version complète de l'histoire, ceux qui ont entendu parler de Jacob Harrington et de sa vengeance patiente et méthodique, cela se demandent parfois, était-ce vraiment de la justice ? Ou était-ce simplement une autre forme de mal, tout aussi sombre que celui qu'il cherchait à punir ? La réponse peut-être est que la justice et la vengeance ne sont pas toujours aussi distinctes qu'on voudrait le croire, qu'il existe des zones grises où les deux se confondent, où un homme peut être à la fois victime et bourreau, où un crime peut en justifier un autre dans l'esprit torturé de celui qui l'accomplit. Ce qui est certain, c'est que l'affaire de Bellegrove nous rappelle que les secrets du passé ne restent jamais vraiment enterrés, qu'ils ressurgissent toujours, d'une manière ou d'une autre, pour hanter ceux qui ont cru pouvoir leur échapper, et que la nature humaine, dans sa complexité, est capable à la fois d'une cruauté insondable et d'une détermination tout aussi terrifiante. Vous venez d'entendre l'histoire de Bellegrove, une des affaires les plus troublantes de l'histoire américaine d'avant la guerre de sécession. Croyez-vous que tout a vraiment été révélé ? Pensez-vous que la justice a été rendue, ou s'agissait-il simplement d'une vengeance déguisée? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec ceux qui apprécient les mystères sombres de l'histoire. Il existe tant d'autres histoires oubliées qui attendent d'être racontées, et votre soutien permet de les faire revivre.